Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information en République centrafricaine. Le répit aura été malheureusement de courte durée. À peine un jour après la visite acclamée de tous du pape François et son appel à la réconciliation, un jeune musulman vient d'être trouvé assassiné. Le drame suscite, vous l'imaginez, la colère, mais surtout une très grande déception dans la population qui est frappée depuis 2013 par des violences meurtrières intercommunautaires. Selon le représentant des commerçants du quartier musulman du PK5, dont faisait partie la victime et où s'est déroulé le meurtre, Zakaria, âgé de 35 ans, aurait été abattu vers 11h. Il était devant la mosquée Ibn Khattab lorsque les malfrats sont sortis avec leurs armes avant de lui tirer dessus. L'archevêque de Bangui, le monseigneur Dieudonné Nzapalainga, le principal artisan, vous le savez, de la paix entre chrétiens et musulmans dans le pays, s'est rendu en urgence au PK5 afin de soutenir les religieux musulmans. Il a également tenu à appeler à ne pas céder aux provocations des ennemis de la paix. En Centrafrique, rien que depuis fin septembre, les violences quasi quotidiennes entre les milices chrétiennes et animistes anti-Balaka et en face les musulmans proches de la rébellion Seleka, qui a renversé le président Bozizé en 2013, ont fait plus de 100 morts rien qu'à Bangui. Le meurtre hier de ce jeune commerçant musulman, père de famille, attise évidemment l'exaspération du peuple qui ne veut cependant pas tomber dans le piège de la division. Écoutez-les. Il est innocent, il n'a rien fait. On le tue parce que pour que vraiment ça soulève seulement des tensions. Pour que le message que le pape il avait divisé hier, pour que ça ne se mette pas en pratique. Voilà la raison pour laquelle. C'est ça. C'est un piège qui a été tendu par les ennemis de la paix. Et nous disons non, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Nous sommes là pour la paix. Et ce pays appartient à nous tous. Centrafricains, centrafricaines, ce pays appartient à tous, musulmans comme chrétiens. Ce pays appartient à tout le monde. Nous demandons à la MINUSCA et au gouvernement d'unir leurs forces pour mener des enquêtes pour que justice soit rendue. Qu'on sache qui a tué notre frère et pourquoi. Et que cette personne-là qui a tué puisse répondre de ses actes. Nous vous le disions hier dans notre précédente édition Vox Flash, Xi Jinping est en visite présidentielle au Zimbabwe pour 2 jours. Après son arrivée à Harare hier, le président chinois ainsi que son épouse ont été accueillis à l'aéroport par le président zimbabwéen Robert Mugabe. Tout au long des routes de la capitale, des centaines d'enfants ont agité des petits drapeaux des 2 pays afin de célébrer cette rare visite, la première depuis 1996 d'un président chinois. Les 2 dirigeants, chinois et zimbabwéens, se sont ensuite entretenus au sujet de diverses thématiques commerciales. Ils ont ensuite assisté à la signature par leur ministre de 10 accords et protocoles d'entente. Les secteurs qui sont concernés sont l'énergie, l'aviation, les télécommunications ou encore la promotion des investissements chinois afin de renforcer l'économie du Zimbabwe. Rappelons en effet que le pays a subi ces 15 dernières années le contre-coup de mauvaises décisions du président Robert Mugabe, comme par exemple la réforme agraire qui a brisé ce secteur clé pourtant de l'économie du pays. Hier, la Chine a notamment offert de financer la construction d'un nouveau bâtiment pour le Parlement du Zimbabwe. Je propose d'écouter les détails des accords qui ont été conclus également entre les 2 pays amis, selon les termes utilisés par Robert Mugabe. Il n'existe presque aucun secteur où nous ne collaborons pas déjà, ou planifions de collaborer sur tel ou tel projet, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des télécommunications, de l'industrie pharmaceutique, de l'agriculture minière, ou de nos infrastructures. Aujourd'hui, 10 accords supplémentaires ont été signés et vont être mis en place, ce qui montre la solidité des rapports entre nos 2 pays, nos 2 dirigeants et nos 2 gouvernements. Nous avons eu de très bons échanges, très productifs, à propos de notre coopération internationale et bilatérale et au niveau économique. En Afrique de l'Est, les Kenyans ont manifesté hier dans les rues de Nairobi contre la corruption. Une centaine de personnes ont ainsi défilé dans le centre de la capitale pour crier leur ras-le-bol. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène à leur approche du palais présidentiel. Pour les protestataires qui portaient des gants de boxe géants pour mettre KO la corruption, les mesures annoncées par le président Uhuru Kenyatta prennent tout de même du temps à être appliquées. Pour rappel, le chef de l'État, confronté à une série de scandales au sein de son gouvernement ou encore des institutions de son pays,
a annoncé cette fin du mois de novembre une série de mesures destinées à lutter contre cette corruption. Il a notamment démis de leurs fonctions 5 ministres soupçonnés dans des affaires de corruption. La corruption, évidemment, compromet, vous le comprenez, l'avenir du pays et il menace aussi la croissance économique et sa sécurité. Dans l'indice de la perception de la corruption 2014 qui a été dressé par l'organisation non gouvernementale Transparency International, le Kenya est classé 145e sur 174 pays. Je vous propose d'écouter ces déclarations de personnes qui étaient présentes à la manifestation hier à Nairobi. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que Kenyans qui croyons changer les choses. Quand on regarde aux quatre coins de ce pays, la corruption cause beaucoup de problèmes. Le problème, quand on combat la corruption, c'est que cela ne concerne pas qu'une institution. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que je ferai partie de ces gens qui déclarent leur richesse, si vous voulez savoir. Lutte contre la corruption également en Afrique du Sud. Dans ce pays, une grande majorité de la population estime que la corruption a augmenté par rapport à l'an dernier. C'est en tout cas le résultat d'une étude publiée hier, toujours par l'ONG Transparency International, et selon laquelle les Sud-Africains placent leur pays en tête de ceux où le sentiment de corruption a le plus progressé sur le continent. Écoutez la directrice régionale Afrique de Transparency International. L'un des points clés de l'enquête est le fait que plus de la moitié des citoyens interrogés pensent que la corruption a augmenté. Davantage de citoyens et d'institutions doivent payer les pots de vin pour des services publics dont ils devraient bénéficier gratuitement. Et nous pensons que c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'accès à l'information. Les citoyens ne savent pas si l'école primaire est gratuite, si les services de santé dont ils ont besoin sont gratuits ou pas. C'est là que beaucoup d'organisations de la société civile doivent intervenir pour contribuer à éduquer les citoyens. Les gens sont plus conscients du problème. Il y a davantage de journalistes d'investigation qui font parler des affaires de corruption dans les médias, peut-être plus que dans d'autres pays. Mais cela ne signifie pas que le niveau de corruption n'a pas réellement augmenté dans ce pays. Dans les faits, il a augmenté. Il y a de la documentation à ce sujet. Aider le continent africain à se développer passe, vous l'avez compris, par la lutte contre la corruption. Cela passe aussi par des investissements sur des projets porteurs d'avenir. C'est dans cette orientation que s'est tenu hier dans la capitale britannique Londres le sommet international d'investissement en Afrique. Des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs potentiels ont participé à ce sommet qui compte également la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que d'une trentaine de ministres. C'est Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, qui préside ce sommet où les entrepreneurs et les gouvernements peuvent nouer des relations directes avec les investisseurs. Plus de 70 projets susceptibles de générer d'importants profits sont notamment exposés. Écoutez ces quelques commentaires d'entrepreneurs qui étaient présents à ce sommet hier. Ce que j'attends de ce sommet, c'est qu'il y ait beaucoup de connexions qui se créent, que les Africains fassent plus d'échanges entre eux-mêmes et que nous soyons capables de partager des défis que nous rencontrons dans nos différentes entreprises et que nous soyons capables de trouver des solutions entre nous-mêmes afin de pousser le continent vers l'avant. Nous avons pu démystifier certaines peurs en matière des risques politiques, les incertitudes politiques. Parce que si vous regardez à ce qui s'est passé sur le continent ces dernières années, nous avons eu des élections qui se sont passées sans trouble. Et maintenant, nous nous attaquons au risque de corruption. Je pense qu'il suffit de regarder des entrepreneurs ou des hommes d'affaires tels qu'Aligo Dangote pour voir que des personnes mènent leur entreprise avec énormément de succès. Tony Elumelu, ces personnes au Nigeria, sont un excellent exemple de comment des entreprises devraient être menées et comment elles peuvent être menées et tout ce que l'on peut accomplir en gérant bien ces entreprises. Et nous assistons aussi à des changements de gouvernement. Par exemple, le nouveau président du Nigeria qui en quelque sorte a pris son temps. Mais quand il a agi de manière très ferme et géré cette problématique de corruption de manière ferme. Donc beaucoup de signaux en provenance du Nigeria sont en réalité très positifs. Oui, Boko Haram est un problème, mais il en va de même d'Al-Shabaab, de l'État islamique. Vous savez, le terrorisme est un problème international. Nous avons eu le week-end passé, la Belgique, en état de confinement tout un week-end, en raison de la menace terroriste, donc ce n'est pas quelque chose de propre au Nigeria.
mais quelque part, c'est plus visible là-bas. Londres toujours, qui un peu plus tard dans la soirée a manifesté contre les frappes aériennes en Syrie. Environ 5000 personnes ont défilé hier dans la capitale britannique, à la veille ce mercredi d'un vote au Parlement sur l'action à envisager contre le groupe État islamique. Un projet, on vous le rappelle, porté par le Premier ministre conservateur David Cameron. Les manifestants ont démarré leur marche en fin d'après-midi près du Parlement de Westminster avant de rejoindre les abords des sièges des partis conservateurs et travaillistes. Non au bombardement en Syrie, arrêter la guerre ou encore David Cameron honte à toi. Voici quelques-uns des messages qui ont été scandés hier ou écrits sur des pancartes par les participants. Pour les manifestants hier, cette intervention en Syrie serait tout sauf productive. Écoutez ce qu'ils ont à dire ainsi que l'organisatrice du rassemblement Stop the War Coalition. En ce moment, la Syrie est bombardée par les États-Unis, la Russie et la France. Ce sont trois des plus grandes puissances militaires au monde. Il me semble que cela n'a rien fait pour arrêter l'État islamique. L'État islamique, de l'aveu même des Américains, est aussi grand qu'il ne l'était avant le début des frappes. Il me semble que cela n'arrête pas le terrorisme. Les gens ne se sentent pas plus en sécurité. Nous devons chercher d'autres moyens de combattre l'État islamique. Nous devons mettre tout cet argent que nous allons dépenser dans les frappes, nous devons le dépenser dans un processus de discussion réel et efficace. Il y a un processus en cours à Vienne. Nous devons poursuivre dans cette voie. Nous devons mettre de l'argent dans les camps de réfugiés pour que plus personne n'ait faim dans d'autres régions du monde. Les précédentes guerres au Moyen-Orient ont été des échecs cuisants. Un nombre incalculable de gens ont perdu la vie, dont des populations civiles, et tout cela n'a pas engendré la paix. Cela n'a apporté aucune stabilité à la région, ni mis en place des gouvernements ou attiré des investissements dans les infrastructures, mais juste de la destruction encore et encore. Le sommet climatique mondial de la COP 21 se poursuit, vous le savez, en France. Commençons par écouter cette déclaration du président français François Hollande hier au sujet d'une aide financière qu'il a promise aux pays africains. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Le président français François Hollande qui a promis d'octroyer plus de 2 milliards d'euros aux pays africains pour financer les énergies renouvelables sur le continent lors d'un mini-sommet qui a eu lieu hier et qui a réuni 12 chefs d'État africains, la présidente de la Commission de l'Union africaine ainsi que des représentants de plusieurs gouvernements et institutions internationales. Le but de cette aide, c'est régler une partie de la dette écologique, selon ces termes, des pays riches envers le continent africain. Pour M. Hollande, la France veut montrer l'exemple, montrer qu'elle n'est pas simplement le soutien aux forces africaines armées comme au Mali ou en Centrafrique. Ces 2 milliards d'euros promis représenteront une augmentation de 50% par rapport aux 5 dernières années, une part très substantielle de l'effort global financier consenti par la France afin de lutter contre le réchauffement climatique. On vous le rappelle, l'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle n'est responsable, elle, que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre dont les pays riches sont, eux, historiquement responsables. En Asie, des pluies torrentielles s'abattent depuis plus de 3 semaines en Inde. Dans la ville de Chennai, au sud, 468 familles ont été évacuées hier à cause des inondations. L'eau potable et l'électricité ont été coupées. Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile depuis le début de ces intempéries exceptionnelles du mois de novembre. Les plus graves pluies d'ailleurs jamais vues depuis des décennies et qui ont été aggravées par le cyclone tropical Rovan. Les États les plus touchés sont le Tamil Nadu avec la capitale Chennai mais aussi le Karnataka ou encore l'Andhra Pradesh. Plus de 200 personnes sont mortes et 1 800 000 personnes sont affectées par ces dégâts. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 2 décembre 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.